Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se penche sur une action peu connue de Saint-Louis, fils de Blanche de Castille, qui œuvre à rapprocher les cours capétiennes et les cours ibériques, afin de consolider et agrandir son pouvoir sur le royaume de France aux dépens du royaume d'Angleterre des Plantagenets. Vous voulez en savoir plus sur Saint-Louis et l'Alliance ibérique? Venez avec moi. Pour les rois capétiens du XIIe siècle, le royaume de Castille était un pays lointain au rôle négligeable dans leurs calculs diplomatiques et leur stratégie matrimoniale. En 1200, néanmoins, Philippe Auguste insiste pour que son fils et héritier, le futur Louis VIII, épouse une fille du roi Alfonso VIII de Castille, mais c'était plus en raison de ses liens avec l'Angleterre que pour établir des relations diplomatiques entre les deux royaumes. Blanche de Castille était la nièce de Jean Santerre, la petite fille d'Henri de Plantagenet, et donc une prétendante potentielle à l'héritage plantagenet. Entre 1216 et 1217, le futur Louis VIII, avec le soutien de Blanche de Castille, tente d'envahir l'Angleterre pour la revendiquer en son nom, mais sans succès. Dès le début de son règne personnel, Saint Louis manifeste une fermeté et une sagesse qui le firent respecter partout en Europe, au point que ses refus et ses échecs eux-mêmes servirent à sa réputation. Il refuse pour ses frères la couronne du Saint-Empire romain germanique en 1240 et celle de Sicile en 1253. Il tente de mettre fin à l'hostilité de Frédéric de Hausthofen envers le pape Innocent IV. Plus tard, pris comme arbitre par Henri III et ses barons, il prononce en faveur du roi d'Angleterre le dit d'Amiens en 1264, que les barons anglais n'acceptèrent pas. Deux fois croisé, il aboutit à deux échecs flagrants, et pourtant il reste pour la postérité le roi croisé, et les barons anglais en appellent de rechef à l'arbitrage de ses conseillers. Il fit céder plusieurs fois Frédéric de Hausthofen et protégea le pape sans adhérer pour autant à la politique pontificale. Il assainit les relations de la France et de l'Aragon sans abandonner l'alliance castillane. Pour les rois d'Angleterre, les relations avec les royaumes ibériques au-delà des Pyrénées sont importantes pour protéger la frontière méridionale de l'Empire plantagenet. Celle de l'Aquitaine et le si précieux commerce maritime, sel, laine et vin, dont les routes allaient de la côte atlantique à la mer du Nord, en passant par la Manche. Les rois plantagenets tissent ainsi de nombreux liens matrimoniaux avec la Castille et la Navarre. L'arrivée de Blanche de Castille à la cour de France se fait donc dans le contexte de la rivalité franco-anglaise. Cependant, elle contribue de facto à rapprocher les cours capétiennes et ibériques. Blanche de Castille ne retournera jamais en Espagne après son arrivée en France en 1200. Néanmoins, elle continue de s'identifier sous son contreseau comme fille du roi de Castille et utilise fréquemment les si reconnaissables armes de la Castille, un château d'or sur un fond rouge sang. Il faut dire que son père avait remporté une grande victoire sur les Almohades en 1212, faisant d'elle la fille d'un héros de la chrétienté et non plus la nièce du tyrannique Jean Santerre. Elle conserve toujours dans son entourage des aristocrates, hommes et femmes, et des hommes d'église ibériques, et reste en correspondance étroite avec sa famille, notamment avec ses sœurs Bérengère, reine de Léon et de Castille, et Aliénor, reine d'Aragon. Elle accueille aussi ses neveux à la cour de France, Philippe de Castille, devenant même trésorier de Saint-Martin de Tours. Le neveu préféré de Blanche, Afonso de Portugal, fut élevé aux côtés de ses fils, dont le futur Louis IX. En 1239, Blanche orchestre son mariage avec Mathilde de Boulogne, l'une des femmes les plus riches de France. Afonso X de Castille, dit le sage, roi de Castille entre 1252 et 1284. À la mort de son père Fernando III le Saint, il reprend l'offensive contre les musulmans, conquérant de nombreuses places fortes et villes. En tant que fils de Béatrice de Soave, il aspirait au trône du Saint-Empire romain germanique, un projet auquel il consacra plus de la moitié de son règne sans succès. Sans un point plus personnel, il est nécessaire de souligner que le caractère d'Afonso X en tant que monarque autoritaire a également été vu dès les premiers instants de son règne. Dès le moment de son accession au trône, la parenté étendue laissée par son père Fernando III menaçait de devenir un problème si, comme par le passé, une partie de la famille royale se retournait contre le monarque. C'est pourquoi Afonso X résolut d'exercer une vigilance étroite dans les possessions de la famille royale. Les relations avec la Navarre sont tendues au début du règne d'Afonso X. Thibaut Ier de Navarre, d'origine française, avait orienté le royaume vers la France. Craignant une attaque du roi de Castille, le royaume signe une alliance avec l'Aragon.
Alfonso X, pour se protéger, signe également une alliance avec l'Angleterre au printemps 1254, en échange de la cession de ses droits à la Gascogne. Pour renforcer la Ligue, le prince Édouard d'Angleterre, héritier du trône, épouse la même année l'une des sœurs d'Alfonso X. Les relations castillanes-navaraises s'améliorent plus tard sous le règne de Thibaut II, qui fait de son royaume une sorte de protectorat castillan. En 1256, Alfonso X signe un traité d'amitié avec le monarque aragonais, Jacques Ier le Conquérant. En 1234, quand Louis IX atteint sa majorité, les Capétiens ont donc développé des liens personnels étroits avec les cours royales de Castille et d'autres royaumes ibériques. Cela se double de changements politiques. Entre le XIIe siècle et le temps de Louis IX, de vastes régions du sud et du sud-ouest de la France frontalières avec la péninsule ibérique, ou ayant des liens économiques resserrés avec elle, sont passés sous le contrôle direct ou indirect des Capétiens à la suite de la croisade contre les Albigeois menée par Louis VIII en 1226. De même, en récupérant lentement la Loire et le nord de l'Aquitaine, en particulier le grand port de La Rochelle en 1224, puis le Poitou et la Saintonge dans les années 1240, les Capétiens ont hérité les intérêts économiques et commerciaux des Plantagenets. Même s'il abandonne ses prétentions sur les anciennes terres angevines par le traité de Paris de 1259, Henri III s'accroche cependant à l'Aquitaine. Le mariage de son fils et héritier Édouard avec une parente d'Alfonso X de Castille en 1254 fut la marque de sa détermination à maintenir l'ancien axe angevino-castillan et à contrer l'influence capétienne en Ibérie. De plus, la fiancée d'Édouard, Aliénor de Castille, apporte en dot le comté de Ponthieu, qui comprend l'embouchure de la Somme, une dangereuse prise de pied dans le royaume de France du point de vue capétien. En 1254, Louis IX vient à peine de rentrer d'Orient et Blanche de Castille, qui avait tant fait pour favoriser les relations diplomatiques étroites entre les cours capétiennes et castillantes, était morte 2 ans plus tôt. De toute évidence, le mariage d'Édouard fut un déclic pour Louis IX. Il cherche à restaurer rapidement les relations castillano-capétiennes et surtout à contrer l'influence anglaise. Mais lorsqu'à la fin de son règne, Louis IX envoie sa fille bien-aimée, Blanche, épouser l'héritier du trône castillan, Fernando de la Cerda, ce fut un désastre. Fernando meurt et les droits du fils de Blanche en tant qu'héritier présomptif furent balayés. Blanche fuit en France tandis que son frère, le futur Philippe III, fut contraint de mener une tentative d'invasion de la Castille et sauver ses fils en vain. Même si la péninsule ibérique fut d'abord un enjeu franco-anglais, les rois de France avaient d'autres raisons de regarder dans cette direction. En 1234, les comtes de Champagne, qui n'ont pas toujours été de fidèles partisans de leurs cousins capétiens, héritent du royaume de Navarre. Louis IX juge opportun de marier sa fille Isabelle au comte roi Thibaut V et sa nièce Blanche d'Artois au frère de Thibaut et héritier Henri. En 1274, à la mort de ce dernier, sa fille Jeanne, née en 1271, devient l'héritière du comté de Champagne et de la Navarre, suscitant les convoitises des rois d'Angleterre, de Castille et d'Aragon. Blanche d'Artois s'enfuit alors avec sa fille pour obtenir la protection du nouveau roi de France, Philippe III. En 1284, Jeanne fut fiancée comme il se doit au futur Philippe IV, et la Navarre ainsi que la Champagne passent sous le contrôle des Capétiens. L'Aragon était une autre question problématique pour les rois de France. Ils revendiquaient des terres à l'intérieur de l'Aragon et de la Catalogne aux mains des rois d'Aragon, tandis que ces derniers réclament des terres situées dans le royaume de France. Louis IX œuvre à rationaliser cette situation par le traité de Corbeil de 1258. Le roi de France renonce à ses prétentions et Jacques Ier d'Aragon a presque toutes les siennes dans le royaume de France, fixant la frontière de ce dernier au sud des Corbières. Cette situation fut cimentée par le mariage d'Isabelle d'Aragon au futur Philippe III. La péninsule ibérique fut donc pour quelques décennies au moins une pièce importante du jeu diplomatique capétien. En 1285, elle coûte la vie au fils de Saint-Louis, Philippe III, lancé dans une croisade contre l'Aragon à la suite de la révolte des Siciliens contre son oncle Charles d'Anjou, les vêpres siciliennes, révolte encouragée par le roi d'Aragon, Pedro III. La politique de Louis IX et de Philippe III fit ainsi des Capétiens les rois de la Navarre, tandis que la Castille, tombée dans l'interminable trouble successoraux, passe au second plan. Comme on l'a vu, la politique de Louis IX, poursuivie par Philippe III ainsi que Philippe IV,
fait des rois capétiens les rois de la Navarre, tandis que la Castille tombe dans d'interminables troubles successoraux, passe au second plan de la politique internationale. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.